Je suis Princesse Juliette Louat, je suis entrepreneur et française d'origine camerounaise. Je remercie Princesse Marie-Thérèse Altermat pour m'avoir conviée à cette conférence. Et c'est un privilège pour moi d'évoquer la mémoire de ces héros afro-africains que nous honorons aujourd'hui et qui ont versé leur sang dans un moment de l'histoire pour défendre l'honneur et la grandeur de la France, la mère patrie. Je vais parler de la Grande France et de la Force noire, soit des conséquences du recours de la France à la Force noire dans les relations franco-africaines. Je remercie déjà Samuel qui a brossé l'histoire. Je ne suis pas historienne, donc je suis contente qu'il ait mis les jalons. Donc, aux pionniers de la Première Guerre mondiale, nous associons aujourd'hui ceux de la Deuxième Guerre mondiale, partis de l'Afrique équatoriale française, au travers de la deuxième division blindée du maréchal Leclerc, à la libération de la France de l'occupation nazie. La force noire, c'est une formule inventée par le général Mangin, alors colonel, dont Samuel a parlé tout à l'heure, qui, comme d'aucuns, pensait que l'Afrique était un formidable réservoir de soldats pour la métropole. Et c'est un acte qui permet à la France de compenser son déséquilibre démographique avec son voisin d'outre-Rhin. Au moment où tout semble se dérober, où la France est vaincue, humiliée et occupée par les nazis, le général de Gaulle, alors en exil à Londres, est sans territoire, sans armée et sans argent, se replie en Afrique équatoriale française, qui reste son seul et dernier espoir. Il obtient, dès le 26 août 1940, comme le disait Samuel, le soutien du Tchad, grâce au gouverneur français noir, il faut préciser, français noir originaire de Guyane, Félix Éboué, seule personne pouvant mobiliser les Afro-Africains. Le 27 et le 28 août 1940, il a le soutien du Cameroun avec le général Leclerc, puis du Congo et de le Bangui-Chari, qui est actuellement la République centrafricaine. Le 27 octobre 1940, il lance l'appel de Brazzaville, qui sera le point de départ irréversible de la mobilisation générale afro-africaine pour la libération de la France. C'est en Afrique que la France libre va trouver ses premières forces avec le recrutement de jeunes soldats et la formation des troupes. Le ralliement de l'Afrique équatoriale française apporte à De Gaulle 17 500 nouveaux combattants, dont 15 000 Africains, alors que la France libre, à l'époque, ne comptait que 3 000 soldats, dont 2 000 basés en Grande-Bretagne. Comme on le notait, effectivement, les épouses de ces soldats les accompagnaient au front. Donc on peut les ajouter aussi dessus. C'est sur le sol africain également qu'elle a trouvé le soutien de l'énergie et l'énergie nécessaire pour permettre à la France de reconquérir sa liberté, son territoire et sa dignité perdue. Les populations civiles, on en parle très peu, les populations civiles africaines participèrent également à l'effort en fabriquant du matériel militaire, armes, munitions, en approvisionnant la métropole en alimentation, en matières premières, or, caoutchouc, bois, diamants, et en soutenant des dépenses de guerre. Dans ce domaine, mon pays d'origine, le Cameroun, a joué un rôle majeur. C'est bien le Cameroun qui a été longtemps le poumon économique de la France libre. La Côte d'Ivoire a financé l'armée de libération par le café et le cacao, le Sénégal et le Mali par l'arachide. Toutes ces matières premières étaient vendues à la Grande-Bretagne pour renflouer les caisses de la France libre. Et aussi, n'oublions pas que tous les civils étaient appelés à contribuer devant les écoles, les églises, pour acheter des avions au général de Gaulle pour la France libre. C'est ainsi que la France a pu jouir d'un vaste territoire et de moyens importants pour partir à l'assaut de l'occupant. Au total, 21 500 soldats d'Afrique noire ont été tués au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En 1947, le général Leclerc
réclamera à la France de s'acquitter pleinement et sans marchander de la dette d'honneur qu'elle avait contractée auprès d'eux. Mais au lendemain de la décolonisation, par une loi du 26 décembre 1959, la France décide de geler les retraites et pensions d'invalidité versées aux anciens combattants de son ex-empire colonial. Il faudra attendre 2001 pour qu'un arrêt du Conseil d'État oblige le gouvernement français à réviser la loi de cristallisation de 1959, et ceci suite à une plainte portée en 1996 par un ancien sergent-chef sénégalais, Amadou Diop, qui est mort entre-temps. Et ce n'est qu'en 2011 que le long processus de décristallisation des pensions mettra fin à un demi-siècle d'injustice et d'inégalité pour certains d'entre eux. On ne peut pas dire que tout le monde a eu justice. Ce bref rappel historique nous permet d'entrer au cœur du débat d'actualité sur la société française. Mesdames, Messieurs, l'histoire ne peut pas être un état de nostalgie, mais une approche dynamique, volontariste, pour maintenir la dimension universelle de la France, une France multiculturelle, multiconfessionnelle et multiraciale. Nous, Français, d'origine africaine, avons l'amour de la France par transmission génétique, je vais dire, contrairement aux affirmations politiciennes qui tendent à réduire notre présence au simple plan économique, voire même alimentaire. Par le sacrifice de ces grands hommes, l'Europe, et plus particulièrement la France, a contracté une dette politique, financière et morale vis-à-vis de l'Afrique. Il est des dettes qui ne s'éteignent jamais, dit-on. Par la loi de la décristallisation, la France a commencé à le reconnaître avec toute la solennité qui convient, mais elle se doit de continuer dans cette voie. Nous aimons la France. Et la meilleure façon de continuer cet amour patriotique de la France, c'est de soutenir des politiques respectant l'intégration et l'apport des uns et des autres. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons que des droits. Au contraire, nous devons assumer d'énormes devoirs et obligations vis-à-vis de la France. Nous devons mettre nos divers talents, recherche, culture, sciences, sport, éducation, praticiens, etc., au service de la grandeur et du rayonnement de la France. N'ayons pas peur des mutations et des évolutions que cela doit entraîner. La plus grande menace à la cohésion de notre société passerait par l'indifférence et les peurs. Nous devons bâtir une société multiculturelle exemplaire en Europe et dans le monde. La France a toujours été en avant-garde de la cohésion sociale et ce n'est pas par l'exclusion et les haines qu'elle maintiendra son rang. Les Afro-Africains doivent prendre activement leur part dans la construction de la nouvelle société française et sans complexe. Ils ont la légitimité historique de leurs parents, ces soldats de la 2e division blindée, et de leur talent. De la même manière que l'empire colonial français n'aurait sans doute pas existé sans la participation des troupes noires aux conquêtes des territoires en Afrique et à Madagascar, et que la France n'aurait pu emporter sans la force noire ni la guerre de 14-18, ni celle de 39-45, aujourd'hui encore, la France sera grande avec toutes ses composantes ou ne le sera pas. C'est un grand chantier qui ne doit pas faire peur, car il a besoin de l'investissement de chacun de nous. Je pourrais vous entretenir des jours sur cette relation, mais le cadre de mon intervention m'impose de demeurer télégraphique pour décrire ce mélange formidable de l'émotion et de la raison. C'est la vision que plusieurs d'entre nous ont de la France, à savoir l'adéquation entre le cœur et la raison. Je vous remercie.